commencer notre première session sur l'observation et mesure de surcote. Donc je vais appeler Emmanuel Garnier de l'Université de La Rochelle et Thierry Sozo de l'Université de Poitiers, deux historiens qui vont nous faire donc une présentation qui s'intitule Surcote et submersion, histoire européenne et déclinaison locale. Je rappelle aux orateurs de la journée, donc on va essayer de rester sur le temps de 20 minutes de présentation et 5 minutes de questions. Et pour les deux, on va procéder comme hier en fait là pour la suite. Donc les deux prochaines présentations, on prendra les questions pour les deux après la deuxième présentation. Merci. Tout d'abord de remercier les organisateurs de cet événement, d'avoir pensé inviter ceux qui vont vous mettre un peu de chair humaine autour de cette question des surcotes et des submersions, puisqu'on parlera surtout de submersion. Chair humaine, je fais allusion à un de nos grands héros tutélaires en patriotisme et en histoire, Marc Bloch pour ne pas le nommer. Mais c'est important, je crois qu'on peut apporter aussi un éclairage intéressant, notamment pour les événements les plus anciens. Alors, vous avez une superbe gravure là qui est empruntée à une collection donc nordique du nord de l'Europe et qui vous montre une superbe submersion avec passage des vagues au-dessus des digues. J'ai oublié de vous préciser, j'avais tablé, je suis un petit peu étourdi, sur un temps de parole de 20 minutes. Donc je risque de passer très rapidement sur certaines diapositives et je vous invite par conséquent à me harceler dans le cadre de la reprise si je les ai passées un peu rapidement. Voilà. Alors, il est important dans notre écosystème scientifique de savoir ce que les autres font. Les recherches, les quelques résultats que je vais vous présenter ici, s'inscrivent dans le cadre d'un écosystème scientifique assez original, marqué par la pluridisciplinarité. À l'origine, un rapport parlementaire d'enquête pour la commission d'enquête parlementaire et sénatoriale au lendemain de 2010. Certains élus s'interrogeaient. Et si inédit, je vous renvoie à tous les titres des journaux, etc., qui parlaient d'événements complètement imprévisibles, qu'on n'avait plus vus depuis, comme à chaque catastrophe, quasiment. Donc, un rapport d'étude dans le cadre d'un groupe de recherche local qui a travaillé sur la chronologie de l'arc atlantique et en particulier de Poitou-Charentes et par la suite au niveau national. Ensuite, l'intérêt a émergé au sein du monde des réassureurs, la Caisse centrale de réassurance, dont procède une partie de ces résultats, et plus important aujourd'hui sur le plan purement scientifique, un programme en cours européen du FP7, le programme RISKIT, et plus récent encore, un programme de recherche sur l'histoire des extrêmes, organisé ou en tout cas chapeauté par l'IRSN. Voilà pour le contexte. Alors, plus que la surcote, vous allez peut-être être déçus, je vais vous parler de submersion. Dans la mesure où je ne m'intéresse pas à titre personnel, et je pense qu'il en est de même pour mon collègue Thierry Sozo, on ne s'intéresse pas particulièrement aux données de marée grave, tout simplement parce que ces données sont très accessibles pour nos collègues des sciences exactes, et nous, historiens, n'apportons pas grand-chose. Je ne vois vraiment pas très bien quelle plus-value nous pourrions fournir à ce type de recherche. Donc je vais travailler sur un pas de temps beaucoup plus ancien, ce qu'on appelle, nous, la profondeur historique, en insistant sur un point, la nécessité, pour reconstruire ces chronologies, la nécessité, je le répète, de retourner aux sources primaires et de ne pas se contenter simplement de sources qu'on qualifie, nous, de secondaires, c'est-à-dire des reprises de récits anciens au XIXe ou au XXe siècle sur des événements. Ces textes sont souvent truffés de fautes, fautes de transcription, fautes d'interprétation ou alors arrangement de l'auteur, pourquoi pas. Par ailleurs, ces productions du XIXe siècle, je ne fais pas allusion à des revues de très grande qualité comme les Annales maritimes et coloniales. Je parle souvent des histoires régionales, locales, etc., qui d'ailleurs n'évoquent pas leurs sources précisément. Donc ces sources, elles sont pléthoriques. Thierry le dira pour la région Poitou-Charentes. Elles le sont à l'échelle de l'Europe. Je vais axer mon propos sur l'Europe et le pays, la France. Donc pléthorique, sources administratives, notamment militaires, mais pas seulement. Les archives municipales produisent énormément d'informations. Je m'en rends compte de plus en plus dans le cadre de ces recherches pour l'IRSN. Des données privées, ce qu'on appelle, nous, le fort privé, des journaux météorologiques qui vont forcément, si notre témoin est en bord de mer, qui vont forcément aborder la question des submersions, que vous appellerez peut-être davantage des surcotes, mais faute de données instrumentales réelles, je préfère, moi, parler de l'effet le plus négatif de la chose, à savoir la submersion. Beaucoup de plans, et je tiens à saluer l'initiative que je viens de découvrir du CHOM, le programme
archipel, qui propose de mettre en ligne, de numériser et de rendre accessible en ligne la collection de plans du CHUM. Ça, ce sont des outils qui sont vraiment très, très intéressants pour le commun des citoyens, je dirais, mais plus particulièrement pour nous, les historiens, pour accéder plus facilement à l'information, est vraiment un gain de temps précieux quand on sait le temps qu'on passe dans les archives à dépouiller. Autre type de sources, nombreuses pour les événements les plus contemporains, la presse donc, qui couvre ces événements à partir des années 1850-60, en fait plutôt, dans le cas de La Rochelle, les affiches de La Rochelle parlaient, si j'ai bon souvenir, de submersion à la fin du XVIIIe siècle. Je n'insiste pas plus que cela sur les sources. On peut avoir des traductions dans certains cas, dans le cas du programme RISKIT, traduction en images. Mon travail là davantage sur la perception. Cela dit, certains ex-voto, on parle d'ex-voto, ce sont des petites peintures religieuses catholiques. On a survécu à un événement extrême et on remercie Dieu pour nous avoir sauvés. Et on lui offre donc ces petits tableaux. Vous avez un exemple ici italien qui montre par exemple les vagues qui pénètrent à l'intérieur des terres. Alors, que peut-on proposer à des gens comme vous, qui appartiennent plutôt aux sciences exactes? Je dirais une production, dans un premier temps, basique, c'est-à-dire une reproduction, une reconstruction de la fréquence et de la chronologie de ces événements. Voilà un exemple parmi d'autres qui date un petit peu, qui vous présente en bleu une longue chronologie comprise entre 1500 et 2010 des submersions dans l'arc atlantique français, alors Sud-Bretagne jusqu'à la frontière espagnole, et en rouge, vous avez le pendant mer du Nord. Alors, ce que vous devez observer, c'est que les fluctuations sont très importantes. On a des périodes plus denses que d'autres en submersion. Ici, j'ai souligné le XVIIIe siècle, la première moitié du XXe siècle dans le cas français. C'est ce qui explique qu'en 2010, on ait été si surpris. Visiblement, on avait complètement oublié ce qui s'était produit chez nos voisins, notamment en 1953. Ma collègue précédemment y a fait allusion. Cela dit, la submersion de 1953 avait sévèrement affecté la ville de Dunkerque et de Gravelines en particulier. Donc on a eu une rémission d'événements pratiquement totale entre 1950 et 1999. Là aussi, ce document vous montre un petit peu la variabilité régionale. On ne peut pas reconstruire une série des submersions, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Au niveau de l'arc atlantique, c'est ce que j'ai fait juste avant, mais disons que j'y accorde un crédit, je qualifierais de limité. Puis quand on voit par exemple cette variabilité, les différences entre la Charente-Maritime, Bretagne, Pays de Loire et l'Aquitaine, avec des épisodes qui ne concordent pas véritablement. Alors, beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'est vraiment la perspective qui s'ouvre à nous et qui, je pense, vous intéresse au premier chef, c'est mesurer l'intensité, la sévérité des événements les plus anciens, ceux qui ne sont pas documentés par les marégraphes. Alors, la première piste, expérimentée depuis plusieurs années, notamment avec les réassureurs et dans le cadre du programme RISKIT, c'est la vulnérabilité. À partir de nos sources qui décrivent les types de dommages, on affecte des barèmes et vous avez les types de dommages, un catalogue. On y affecte donc un barème à partir de cet extrait de base de données. Il doit s'agir du nord de l'Angleterre, si j'ai bon souvenir. Et on produit ce type de résultat, la série chronologique, qui est hiérarchisée en fonction des dégâts humains, matériels causés à la société littorale, Nord-Norfolk. Vous voyez 1953, taux de perte très élevé, près de 1000 décès en Grande-Bretagne, et ça marque toujours les esprits. Les Anglais commémorent très régulièrement l'événement de 1953. Personnellement, j'y ai participé. Mes enfants, en tant qu'élèves dans une école anglaise, c'est quelque chose qui est très prégnant et qui contribue aussi à maintenir la mémoire du risque, bien entendu. Et vous avez ces événements rapprochés dans les 30-40 dernières années, mais avec, paradoxalement, une diminution de la vulnérabilité, ce qui traduit finalement l'efficacité apparemment des politiques de gestion du risque mises en œuvre. Deuxième option, c'est la plus prometteuse aujourd'hui, c'est celle perspective qu'on tente d'ouvrir avec l'IRSN et en particulier avec Yasser Hamdi, essayer de mesurer a posteriori et a minima les vagues historiques, ou en tout cas les submersions les plus anciennes. La piste est la suivante, il m'a donné beaucoup d'espoir, il m'a fixé aussi un cahier des charges assez lourd récemment, il va découvrir que une partie du cahier des charges a été accomplie. Alors, il s'agit simplement d'utiliser les repères nommés dans nos sources historiques, d'en retrouver les dimensions, les mesures. La source va par exemple dire, en telle année, le 25 janvier 1783, c'est totalement artificiel mon exemple, la vague a submergé le quai de Dunkerque,
de 2 pieds, 3 pieds, 60 cm ou moins d'1 mètre, etc. Donc l'objectif là consiste à replonger dans les archives, retrouver les documents administratifs qui vont parler de l'événement. Ici, vous avez un exemple en flamand, on est à Dunkerque-Gravelines, qui décrit l'événement, qui explique quelle était la hauteur d'eau par rapport à un ouvrage connu. Cet ouvrage, on essaie de le retrouver dans les archives et on retrouve très facilement, depuis le XVIe siècle au moins, des plans cotés. On a les dimensions exactes. C'est un jeu d'enfant alors pour l'historien de retraduire, de reconvertir toutes ces données quantitatives, avec par exemple ici le détail. Vous avez la vague qui a frappé, qui a dépassé. Il s'agit du quai du port de Dunkerque, que les archives, par ailleurs, situent très précisément ici. Voilà donc un petit peu les horizons prometteurs de cette recherche. Je reconnais qu'elle ne peut se concevoir que dans un cadre pluridisciplinaire. Moi, je parlerai davantage de cadre transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a un objet commun qu'on met en commun, justement, dans une perspective scientifique très ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'a priori disciplinaire les uns par rapport aux autres, et en tout cas, pas de défiance par rapport aux données disponibles des disciplines impliquées dans ces projets. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition si on doit enchaîner tout de suite sur la deuxième intervention, je ne sais pas.